lorsque je franchis la porte de cet immeuble situé rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris, je ne portais qu'un imperméable gris ordinaire et mon sac en cuir vieux de 6 ans. Lorsque la jeune femme à la réception a levé la tête pour m'observer, j'ai tout de suite reconnu l'expression dans ses yeux de l'invisibilité. Une femme d'âge moyen, sans maquillage, sans prétention. Elle a probablement pensé que j'étais l'inspectrice de la société de nettoyage ou une tante qui s'était trompée d'adresse. Pourtant, ce jour-là, j'étais venue dans ce bâtiment pour changer le destin d'un cabinet d'architectes. Mais il ne le savait pas encore. Je m'appelle Sandrine. Sandrine Kiberlin. Pour la plupart des gens, ce n'est qu'un nom. Mais pour la marine française, c'est le nom de la vice-amiral Kiberlin, chef du service des constructions et du patrimoine. Ce matin-là, j'avais laissé mes insignes, mes médailles et mon grade à la maison. Car si vous voulez voir le vrai caractère d'une personne, vous devez vous présenter à elle non pas avec vos titres, mais avec votre simplicité. Et mon Dieu, ce que j'ai vu m'a donné la nausée. Cette histoire raconte comment l'arrogance a détruit un empire. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous avez déjà entendu au moins une fois dans votre vie la phrase « tu ne comprends pas », et que vous avez serré les dents, vous êtes au bon endroit. La fin de cette histoire ne sera pas celle que ces arrogants attendent. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications, car nous allons servir la vengeance comme un plat froid, à la manière française. Lorsque je suis entré dans la salle de réunion, l'atmosphère était si pesante que l'on pouvait presque entendre le bruit des égos qui s'entrechoquaient. Il était assis au coin de la pièce Jean-Luc Vernet, l'architecte le plus brillant, le plus primé, sans conteste le plus narcissique que la France ait connu ces 10 dernières années. Il portait un costume italien sur mesure d'une valeur d'au moins 4 000 €. La maquette sur la table appartenait au projet de construction des nouveaux logements de la base navale près de Toulon, dans le sud de la France. Un marché public de plusieurs millions d'euros. Et Vernet considérait ce marché comme une affaire conclue. Quand on m'a fait entrer, Vernet était en train de parler à son équipe. Il m'a jeté un coup d'œil. Juste une seconde. Puis il a reporté son attention sur ses jeunes assistants qui l'écoutaient avec admiration. « Ah, enfin !» a-t-il dit sans me regarder. Il m'a indiqué non pas la chaise vide au bout de la table, mais la machine à café dans le coin. « Madame, notre réunion va commencer. Pourriez-vous nous préparer 4 expressos, 2 sans sucre? Et veuillez rester silencieux, nous parlons d'art ici. » À ce moment-là, j'ai senti le temps s'arrêter. Une voix en moi m'a dit « Sortez votre carte d'identité, tapez sur la table et faites arrêter cet homme immédiatement. » Mais non, cela aurait été trop facile. Cela aurait été trop clément. Un amiral n'ouvre pas le feu sans analyser le champ de bataille. Je n'ai rien dit. Mon visage est resté impassible. J'ai juste légèrement incliné la tête. Ils ont pris ce geste pour de l'obéissance. Mais c'était le moment où le chasseur commence à observer sa proie. Je me suis mis dans un coin. Je n'ai pas fait de café. Je me suis simplement assis et j'ai sorti de mon sac le dossier contenant les œuvres d'art qu'ils aimaient tant, c'est-à-dire les dessins techniques du projet. Vernet parlait de l'esthétique du projet, de la façon dont les bâtiments danseraient avec le vent. Ces façades, disait-il en levant les mains en l'air, reflèteront l'âme de la Méditerranée. Les ingénieurs s'inquiètent des calculs statiques, mais ne faites pas attention à eux. La vision prime sur les mathématiques. La vision était-elle supérieure aux mathématiques? Mes yeux se sont posés sur les rapports d'études du sol et les calculs statiques du projet. Le littoral de Toulon, un sol alluvial, et la vision de Vernet qui visait à préserver l'inclinaison esthétique du bâtiment en raccourcissant les pieux de fondation de 3 mètres par rapport à la longueur requise. Ce n'était pas une vision, c'était un crime. Dame famille d'officiers et des enfants allaient vivre dans ces bâtiments. À la première tempête ou à la moindre rescousse, ces bâtiments œuvres d'art allaient s'enfoncer dans la Méditerranée avec tous leurs occupants. J'ai sorti mon stylo. Pas bleu, pas noir. Rouge. Dans la marine, un stylo rouge signifiait rejeté, incorrect ou dangereux. La couleur du sang. J'ai commencé à tourner les pages. Le bruit du froissement a interrompu le monologue de Vernet. Il se tourna vers moi avec un air agacé. « Madame, » dit-il d'une voix désormais impatiente, « je vous ai demandé de vous taire. De plus, ces dossiers sont confidentiels. Que croyez-vous faire? Vous ne comprenez rien au dessin technique, alors laissez ces papiers et servez le café. Vous devez seulement nous écouter. » C'était le moment décisif. Une personne normale aurait eu honte. Elle aurait pleuré. Ou elle aurait crié. Moi, je suis resté de glace. Je sentais que ce n'était pas du sang qui coulait dans mes veines, mais de l'azote liquide. C'était mon mode salle de guerre. Je me suis levé. Ma chaise a grincé sur le parquet. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai posé le stylo rouge que je tenais dans ma main sur le projet impeccable et brillant qui se trouvait au milieu de la table. La pointe du stylo était placée exactement au-dessus de la signature de Vernet. « Vous savez, monsieur Vernet, ai-je dit,
Ma voix était si calme que même le bruit de la climatisation dans la pièce était plus fort que ma voix. Votre vision est vraiment impressionnante. Cependant, cette vision risque de s'effondrer sous l'effet de la liquéfaction lors d'un tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter sur le sol argileux de Toulon. Le sourire méprisant sur le visage de Vernet s'est figé. Il a plissé les yeux. Vous, qui pensez-vous être? Une secrétaire qui parle de calcul statique. Je l'interrompis, mais sans crier, en faisant un pas en avant. Page 42. Dis-je de mémoire. Le rapport d'étude du sol indique que le niveau de la nappe phréatique est à moins 4 mètres. Mais dans votre coupe de fondation, la couche d'isolation s'arrête à moins 3. Cela signifie que dès les premières pluies hivernales, les sous-sols de ces logements seront inondés et que dans 3 ans, les armatures seront rongées par la corrosion. J'ai pris mon crayon rouge et j'ai tracé une grande croix sur la grande feuille posée sur la table. Le bruit du papier déchiré a résonné dans la pièce. L'un des assistants a retenu son souffle. Vernet a frappé la table. Son visage était rouge écarlate. Quelle audace! Sécurité! Appelez immédiatement la sécurité. Faites sortir ce fou. J'ai souri. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le dernier mouvement d'un requin avant de mordre sa proie. J'ai sorti ma carte d'identité de mon sac. Ce petit portefeuille recouvert de cuir avec les armoiries de la République française et des lettres dorées. Je l'ai jeté sur la table, en plein milieu du projet que j'avais déchiré. Inutile d'appeler la sécurité, Jean-Luc. Ai-je dit. Je l'appelais désormais par son prénom. Car ce n'est pas votre travail d'assurer la sécurité ici, mais le mien. Je suis la commanditaire de ce projet, le contre-amiral Sandrine Kiberlin, directrice du département construction de la Marine nationale française. Le silence dans la pièce. Ah, si je pouvais mettre ce silence en bouteille et le vendre, je serais la femme la plus riche du monde. Le visage de Vernet passa du rouge au blanc, puis au gris. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. L'un des jeunes assistants boutonna son col et se leva instinctivement. Et vous, monsieur Vernet? Continuai-je en posant ma main sur la table et en me penchant vers lui. Tout à l'heure, vous avez essayé de me vendre un projet qui aurait envoyé les officiers de votre pays à la mort pour satisfaire votre ego. Je vous ai démis de vos fonctions dans le projet des nouveaux logements de la base navale. Vernet se mit à bégayer. Mais madame l'amiral, le contrat, l'indemnisation, l'article 14 du contrat, dis-je froidement. En cas de négligence grave ou d'incompétence du contractant, l'administration résilie le contrat de manière unilatérale. Et croyez-moi, les plans que vous venez de me présenter sont un exemple parfait de ce que l'on appelle une négligence grave. Je me retournai. En marchant vers la porte, je lui assénai le coup de grâce. Cette phrase qu'il n'oublierait jamais. Le café aussi, dis-je en regardant par-dessus mon épaule, vous le prendrez désormais à l'Association des architectes sans emploi. Si, bien sûr, il vous reste assez d'argent pour payer votre cotisation. Je claquai la porte en sortant. Dans le couloir, le bruit de mes talons résonnait sur le sol en marbre comme une marche triomphale. En entrant dans l'ascenseur, je regardai mon reflet dans le miroir. La femme ordinaire vêtue d'un imperméable gris avait disparu. À sa place se trouvait l'amiral qui avait déclenché une guerre. Mais il y avait une chose que Vernet ignorait. Il ne s'agissait pas seulement d'annuler un projet. C'était une guerre. Et je ne me retirerai jamais sans avoir complètement anéanti mon ennemi. En sortant du bureau, j'ai sorti mon téléphone et composé un seul numéro, celui du service juridique. Ouvrez le dossier. Ai-je dit alors que les portes de l'ascenseur se refermaient? Ce n'est que le début. Ce n'était que le premier coup. L'arrogance de Vernet avait déclenché une réaction en chaîne qui allait causer sa perte. Mais la véritable destruction allait commencer lorsque nous ouvririons ces livres comptables. Dans quelques instants, vous découvrirez les sombres manœuvres qui se cachaient derrière le bureau primé de Vernet et comment Sandrine a transformé son pouvoir en une arme stratégique. Abonnez-vous, car Vernet n'a même pas encore compris ce qui lui est tombé dessus. Il était 11 heures du matin lorsque je suis sorti du bureau de Vernet. Je suis arrivé à mon bureau de Ballard, le Pentagone français, à 11h45. Pendant ces 45 minutes de trajet, je n'ai écouté que la musique classique diffusée à la radio. Ma colère s'était dissipée. Elle avait laissé place à une concentration chirurgicale. Vernet pensait que je n'étais qu'un bureaucrate capricieux. En réalité, j'étais un système qui, une fois les coordonnées d'une cible déterminée, ne déverrouillait jamais le missile. Quand je suis entré dans mon bureau, il n'y avait pas de dossier gris qui m'attendait sur mon bureau, parce que mes combats ne se faisaient pas avec des papiers, mais avec des données numériques. Henri était assis en face de moi. Henri était un ancien membre de l'unité d'enquête sur les crimes financiers. Aujourd'hui à la tête du service de contrôle financier des renseignements de la marine. Un homme chauve à lunettes, l'un des plus dangereux au monde. Il n'avait pas d'armes, mais il pouvait détruire votre vie avec un clavier. Qu'est-ce que tu m'as apporté, Henri?
demandai-je en retirant ma veste et en la suspendant à ma chaise. Henri projeta l'écran de sa tablette sur le grand moniteur posé sur la table. La vie de Jean-Luc Vernet défilait à l'écran. Mais ce n'était pas la vie glamour que l'on voit dans les magazines. C'était la réalité crue et impitoyable que révèlent les chiffres. Amiral, dit Henri, d'une voix impassible comme à son habitude. La situation de notre ami architecte, comment dire, correspond exactement à l'expression peindre la façade et laisser les fondations pourrir. Dames graphiques rouges apparurent à l'écran. La société de Jean-Luc Vernet, Vernet Architecture, est techniquement en faillite depuis 3 ans. Poursuivit Henri. Ce bureau luxueux que vous voyez, il est hypothéqué. La Maserati garée devant. La société de location a envoyé une lettre de rappel la semaine dernière. Et ces célèbres costumes italiens, ils sont à découvert à cause des dettes de cartes de crédit. Je souris, mais cette fois, c'était un sourire amer. Je m'en doutais. Un homme aussi arrogant devait avoir quelque chose de très important à perdre. Vernet ne voulait pas de ce projet pour l'art. Il voulait l'avance de 20% qu'il allait toucher pour rembourser ses dettes urgentes auprès des usuriers ou des banques. La sécurité de nos officiers était une garantie pour rembourser ses dettes de jeu. Il y a pire, dit Henri en ouvrant un autre graphique. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette histoire n'était pas seulement celle d'un mauvais architecte. Le fournisseur de béton qu'il prévoyait d'utiliser pour le projet de Toulon, une société appelée Béton Sud. Sur le papier, le propriétaire de la société semble être un fonds basé au Luxembourg. Mais en creusant un peu plus, Henri appuya sur une touche et un nom apparut. Nous voyons que l'associée secrète de l'entreprise est l'épouse de Vernet, Madame Sophie Vernet. En d'autres termes, avec l'argent reçu de l'État, il allait acheter du béton de mauvaise qualité à la société écran de sa femme et transférer l'argent dans les caisses de sa propre famille. Y a-t-il parmi ceux qui m'écoutent en ce moment des personnes qui se disent « J'ai vécu une situation similaire, la personne en face de moi semblait être un ange, mais elle complotait dans mon dos ». Si c'est le cas, aimez cette vidéo et laissez un emoji en forme de flamme dans les commentaires. Car vous n'êtes pas seul et le jour où votre droit sera prouvé est plus proche que vous ne le pensez. Un silence s'est abattu sur la pièce. Il ne s'agissait plus seulement d'une négligence grave. Il s'agissait désormais de fraude qualifiée, de détournement de fonds et de corruption dans les marchés publics. Vernet n'allait pas seulement perdre son emploi, il allait également perdre sa liberté. À ce moment précis, le téléphone interne de mon bureau sonna. Le voyant rouge clignotait. Cette ligne était réservée aux fonctionnaires et aux responsables ministériels. Je décrochai. Amiral Kiberlin. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une politicienne que je connaissais bien, Madame Narvieux. Elle était l'une des sous-secrétaires du ministère de la Culture et Vernet la invitait souvent à ses réceptions. Sandrine, ma chérie, dit-elle avec une fausse sincérité. Jean-Luc m'a appelé. Il était très triste. Je pense qu'il y a eu un malentendu entre vous. C'est un artiste, il peut parfois se perdre dans les détails techniques. Mais annuler le projet, n'est-ce pas une décision un peu précipitée? Le ministère accorde beaucoup d'importance à la couverture médiatique de ce projet. Je pris une profonde inspiration. Vernet avait agi rapidement. Il avait joué la carte politique. Il m'avait dénoncé comme étant un militaire intransigeant et rigide. Monsieur le secrétaire général, dis-je en rendant ma voix glaciale. Jean-Luc Vernet est peut-être un artiste, mais mes officiers ne sont pas des critiques d'art. Ce sont des soldats qui ne veulent pas vivre dans une maison qui risque de s'écrouler sur leur tête. De plus, je m'interrompis et regardai le document sur l'écran. Je ne pense pas que votre admiration pour l'art de Jean-Luc changera le fait qu'il a tenté d'escroquer l'État de 4 millions d'euros par l'intermédiaire de la société écran de sa femme. J'envoie ce document au ministre de la Défense et au parquet national financier. Si vous le souhaitez, je peux vous ajouter à la liste des témoins informés de l'enquête. Il y eut un silence de mort à l'autre bout du fil. La femme si chaleureuse qui m'avait appelé mon cher, quelques instants plus tôt avait disparu. On n'entendait plus que des déglutitions. Je ne connaissais pas les détails, Sandrine. Bien sûr, la sécurité de la marine passe avant tout. Je voulais juste. Bonne journée, amiral. Le téléphone raccrocha. Je me suis tourné vers Henri. N'envoyez pas ce dossier au procureur. Lui et je dis. Henri était surpris. Il a ajusté ses lunettes. Pardon? Mais vous venez de... Non, Henri. Dis-je en m'adossant à ma chaise. Le parquet travaille trop lentement. Si Vernet va en prison, il jouera la carte de la victimisation. Il dira l'État a écrasé l'artiste. Avant de l'envoyer en prison, je veux lui infliger une punition plus sévère. Je me suis levé et j'ai regardé Paris par la fenêtre. Nous allons lui prendre ce qu'il aime le plus, Henri. Sa réputation, son argent et son ego auquel il accorde tant d'importance. Nous allons d'abord le mettre dans une situation financière difficile. Il en arrivera à un point où il viendra me supplier de réactiver le contrat que j'ai annulé.
Et quand ce jour viendra? Je plissai les yeux. Un plan diabolique se formait dans mon esprit. Ce plan était un tourbillon qui englobait non seulement Vernet, mais aussi sa femme, sa complice, et tout le monde dans ce bureau. Henri, dis-je, trouve-moi la société de géologie qui a réalisé l'étude de sol pour le projet Toulon. Nous devons savoir qui Vernet a soudoyé pour modifier ce rapport, car notre prochaine action ne se déroulera pas dans son bureau, mais au domicile de l'ingénieur qui a signé ce faux rapport. L'écran affichait simplement « Vernet n'est pas seul. Soyez prudent, amiral. Son passé est plus sombre que vous ne le pensez. » J'ai raccroché. Étais-je effrayé? Non. Au contraire, je sentais mon sang bouillir. Le jeu commençait vraiment. Je pensais que Vernet n'était qu'un architecte cupide. Mais apparemment, j'avais ouvert la boîte de Pandore. Qui avait envoyé ce message? Un ancien associé de Vernet qui s'était senti trahi? Ou quelqu'un de plus proche? Nous allons maintenant découvrir la taupe interne. Et la nuit où Sandrine a repoussé les limites de ses talents de détective. Activer les notifications alors que ce message clignotait sur mon écran, je n'ai pas fait ce que la plupart des gens auraient fait. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas rappelé le numéro. J'ai simplement versé un verre de Bordeaux et je me suis assis dans ma cuisine plongée dans l'obscurité pour attendre. Vernet n'est pas seul, disait le message. Était-ce une menace? Ou un appel à l'aide? La première règle qu'on nous enseigne dans la marine est la suivante: le renseignement est l'oxygène de la guerre. Mais un renseignement dont on ignore la source est un gaz toxique. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a de nouveau vibré. Même numéro. Cette fois, ce n'était pas un message, mais une position. Gare Saint-Lazare, quai 4, devant les consignes. 30 minutes. Et une petite note en dessous vient seule. Sinon, je m'enfuirai. J'avais retiré mon uniforme. J'avais enfilé un pull à col roulé noir et mon imperméable gris discret. J'ai vérifié l'étui de mon arme à la ceinture. Oui, j'étais directeur d'un service de construction, mais j'étais aussi un militaire de haut rang. Et cette nuit-là, dans les rues de Paris, je n'allais pas danser avec un architecte, mais avec les ombres. Lorsque je suis arrivé à la gare, j'ai immédiatement reconnu la personne qui m'attendait à l'endroit convenu. C'était la jeune assistante du bureau de Vernet, celle qui s'était levée et avait boutonné son chemisier lorsque j'avais révélé que j'étais amiral pendant la réunion. Je crois qu'elle s'appelait Élise. Elle avait les yeux gonflés, son maquillage avait coulé. Elle regardait sans cesse autour d'elle. Elle sursauta en me voyant. « S'il vous plaît, murmura-t-elle. Ne le dites à personne. Si Jean-Luc, je veux dire monsieur, Vernet apprend que je suis ici, non seulement ma carrière sera terminée, mais il me fera disparaître du secteur. Calme-toi, Élise. » Lui dis-je d'une voix rassurante mais autoritaire. C'est toi qui m'as envoyé ce message. Pourquoi? Élise sortit un papier froissé de son sac, les mains tremblantes. C'était une copie imprimée d'un email. Quand vous avez été licencié du bureau aujourd'hui, monsieur, Vernet est devenu fou, dit-elle. Il nous a ordonné de nettoyer immédiatement tous les serveurs et de détruire les sauvegardes des anciens projets. Il criait si Kiberlin met la main sur ses fichiers, nous sommes tout fichus. Je lui pris le papier des mains. Je le lus du coin de l'œil. Il s'agissait de la correspondance entre Vernet et la société de géologie qui lui avait fourni son célèbre rapport d'étude du sol. Quel est le problème, Élise? Demandai-je. A-t-il versé des pots de vin? La jeune fille secoua la tête. Ses yeux reflétaient une peur sincère. Non, amiral. C'est pire que ça. Regardez la signature au bas du rapport. Ingénieur Pierre Dumont. Vernet a utilisé ce nom pour faire approuver le rapport, car Dumont était le nom le plus respecté de France en matière d'études de sol. Eh bien, dis-je avec impatience. Pierre Dumont, dit Élise en déglutissant. Il est mort dans un accident de ski il y a 2 ans, amiral. Vernet a falsifié un rapport en imitant la signature d'un homme décédé. Et il l'a versé au dossier comme s'il avait été certifié par un notaire. Attendez une seconde. Utiliser la signature d'un homme mort. Il faut être désespéré pour avoir un tel culot. Non, pour avoir une telle stupidité. Si vous avez déjà connu quelqu'un qui mentait pour cacher un mensonge plus gros, vous comprenez ce que je ressens. À ce moment-là, tout s'est mis en place. Vernet ne se contentait pas de détourner l'argent de l'entreprise de béton. Il avait basé tout le projet sur des fondations imaginaires. Si ces bâtiments avaient été construits et s'étaient effondrés, la faute aurait été imputée à un homme décédé. Un plan parfait pour connaître un meurtre. Pouvez-vous le prouver? Ai-je demandé. Élise a sorti une petite clé USB argentée de son sac. Je l'ai copiée avant de la supprimer du serveur. Elle contient les dossiers rapports originaux et rapports corrigés. Elle contient également les relevés des virements effectués vers les comptes offshore de la femme de Vernet. Elle m'a tendu la clé USB, mais a ensuite retiré sa main. Elle m'a regardé dans les yeux. Je vous donne ça parce que des familles de militaires allaient vivre dans ces immeubles. Mon frère est dans la marine. Mais l'amiral.
Vernet a plus de soutien que vous ne le pensez. Cette femme du ministère de la Culture, Darvieux, ce n'est pas seulement une amie, c'est la complice secrète de Vernet. Voilà ce que signifiait le message: un passé plus sombre que vous ne le pensez. Darvieux m'avait dit au téléphone: je ne savais pas. Elle avait menti. Elle était aussi impliquée. Ce n'était pas seulement une escroquerie, mais une organisation criminelle. Je pris délicatement la clé USB des mains d'Élise. N'aie pas peur, Élise, lui dis-je. À partir de ce soir, tu es sous ma protection. Ne va pas travailler demain matin. Rends-toi à l'adresse que je vais te donner. Henri t'y attendra. Et ne t'inquiète pas, Jean-Luc Vernet ne pourra plus jamais éliminer personne dans le secteur, parce qu'il ne pourra même plus écrire son propre nom. Élise quitta la gare à grands pas et se fondit dans l'obscurité. Dans ma main, la petite clé USB argentée me brûlait la paume dans le froid de la nuit parisienne. Je ne pris pas de taxi. Je marchais. Les pièces bougeaient sur l'échiquier dans ma tête. Vernet était le pion. Darvieux était la reine. Pour renverser le roi, je devais d'abord éliminer la reine. Je sortis mon téléphone et appelai Henri. Il était 3 heures du matin, mais je savais qu'Henri ne dormait pas. Henri, dis-je. Le nom de code de l'opération a changé. Nous ne faisons plus seulement un contrôle financier. Nous allons procéder à un nettoyage au niveau ministériel. Qu'avons-nous entre les mains, amiral? Demanda Henri, d'une voix non pas endormie, mais enthousiaste. La signature d'un homme mort et les numéros de compte bancaire d'un secrétaire d'État encore en vie. Ai-je répondu. Demain matin, nous appellerons d'abord la presse, pas le procureur. Mais avant cela, nous devons envoyer un petit cadeau de bienvenue à Vernet. Jean-Luc Vernet? Dit le coursier. C'est moi, qu'y a-t-il? Cria Vernet. Le coursier posa l'enveloppe rouge sur la table. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur sur l'enveloppe. Seul le logo de la marine y figurait. Vernet ouvrit l'enveloppe en tremblant. Il n'y avait qu'une seule feuille à l'intérieur. Sur le papier, il y avait la nécrologie de Pierre Dumont et une photocopie de la fausse signature de Vernet. Et en dessous, une seule phrase écrite au stylo rouge: tu pensais que les morts ne parlaient pas. Tu te trompais. Vernet était acculé. Mais nous n'avons pas encore vu à quel point un rat acculé peut être dangereux. Il va essayer de me faire démettre de mes fonctions en utilisant ses relations politiques. Que vais-je faire pendant ce temps? La guerre médiatique et la campagne de dénigrement commencent. Qui va gagner cette guerre selon vous? Choisissez votre camp dans les commentaires. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai vu que Vernet et son partenaire, au ministère, Darvieux, n'étaient pas restés inactifs. Ils avaient reçu l'enveloppe rouge, mais au lieu de faire marche arrière, ils avaient sorti leur arme la plus redoutable, les médias. Le titre à la une sur l'écran de la tablette était le suivant. Scandale dans la marine, un amiral ennemi de l'art entrave l'avenir de la France. Le contenu de l'article était un véritable chef-d'œuvre de fiction. J'aurais soi-disant envié un architecte primé à cause de mes caprices personnels. J'étais soi-disant un bureaucrate sans vision. Et dépassé. Une source anonyme dont je savais pertinemment qu'il s'agissait de Darvieux avait même insinué que j'avais demandé un pot de vin dans le passé, mais que je l'avais refusé et avait annulé le projet. C'est ce qu'on appelle la tactique jeter de la boue pour laisser des traces. Si, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, vous avez été accusé de mensonge parce que vous étiez honnête, vous connaissez cette boule qui vous serre la gorge. À ce moment-là, vous avez envie de crier, de hurler la vérité à tout le monde. Mais savez-vous ce que j'ai fait? J'ai souri, parce que mon ennemi tombait exactement dans le piège que je lui avais tendu. Mon téléphone a sonné. C'était le porte-parole du commandement de la marine. Il était paniqué. Amiral, le ministère attend une déclaration. Il y a des milliers de tweets contre vous sur les réseaux sociaux. On parle de votre démission. Nous devons organiser une conférence de presse et présenter des excuses. Calmez-vous, lieutenant-colonel. Lui ai-je répondu en buvant une gorgée de café. Si quelqu'un doit présenter des excuses, ce n'est pas moi. Attendez et restez silencieux. L'air est toujours trouble avant la tempête. Je raccroche le téléphone. Je m'habille. Aujourd'hui, je ne porte pas d'uniforme. Aujourd'hui, je porte un élégant costume noir et des lunettes de soleil foncé. Car aujourd'hui, je ne suis pas en mission officielle. Aujourd'hui, je suis un chasseur. Je suis sorti de chez moi et je me suis rendu dans l'une de ces petites cafés enfumés que les touristes ne connaissent pas, le Noir. Dans les ruelles de Montmartre, à la table du fond, j'ai aperçu un homme qui m'attendait. Son ordinateur portable devant lui et une cigarette éteinte, Marc. Le journaliste d'investigation le plus virul et le plus intrépide du site L'Information Mediap. Marc a baissé ses lunettes en me voyant. L'amiral, a-t-il dit avec un sourire moqueur. Vous êtes superbe en une des journaux. Ça fait quoi d'être la femme la plus détestée de France? Je me suis assise en face de lui. J'ai sorti de mon sac non pas la clé USB argentée, mais une simple enveloppe jaune. Marc, lui ai-je dit, je vais vous donner une histoire.
Mais en échange, je veux quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, les yeux rivés sur l'enveloppe. Tu ne publieras pas cette information tout de suite. Ai-je répondu. Ce soir, à 20h, Darvieux sera au journal télévisé pour défendre Vernet. En direct, il expliquera à quel point je suis incompétent. Je veux que tu publies l'information pendant qu'il parle, en plein milieu de l'émission. Marc ouvrit l'enveloppe. Il en sortit le rapport d'autopsie de Pierre Dumont, l'étude de sol falsifiée par Vernet et les relevés bancaires prouvant que l'entreprise de béton appartenait à la femme de Vernet. Marc siffla. Ses yeux brillèrent. C'était le scoop le plus énorme de sa carrière de journaliste. Ça va faire tomber le gouvernement, murmura-t-il. Je me fiche du gouvernement, Marc, dis-je en mettant mes lunettes. Je veux juste que la maison où vivront mes officiers soit solide, et que tous ceux qui s'y opposent soient ensevelis sous ses fondations pourries. Darvieux parlait avec son sourire de politicien parfait. Écoutez, Jean-Luc Vernet est un trésor national. L'amiral Kiberlin, quant à lui, est malheureusement un personnage qui ne comprend pas le monde moderne, qui tente d'imposer la discipline militaire à la vie civile, et qui est aussi, comment dire, un peu problématique. En tant que ministère, nous soutenons Vernet. Ce projet sera mené à bien et la France en sortira gagnante. Le présentateur acquiesça d'un signe de tête. D'accord, monsieur, une enquête sur l'amiral. À ce moment-là, quelque chose fut dit à l'oreillette du présentateur. Son visage changea. Il pâlit. Il porta la main à son oreille. Une seconde. La régie m'avertit. Nous venons de recevoir une information de dernière minute. Le site Mediapart a publié des documents. Le sourire de Darvieux se figea. Quel document? Le présentateur regarda la tablette devant lui et se mit à bégayer. Monsieur le secrétaire d'État, selon certaines allégations, monsieur Vernet, que vous défendez, aurait utilisé la signature d'un ingénieur décédé il y a 2 ans dans le rapport d'étude de faisabilité du projet. Et votre compte personnel aurait reçu le mois dernier un paiement de 50 000 € au titre de frais de consultation, de la part de la société de la femme de monsieur Vernet. Ils étaient en direct. Millions de personnes les regardaient. Les yeux de Darvieux s'écarquillèrent. C'est un mensonge. C'est un complot. Tenta-t-il de crier, mais sa voix tremblait. Chez moi, devant la télévision, j'ai légèrement levé mon verre de vin. Échec et mat, madame la secrétaire d'État. Me suis-je dit. Mon téléphone se mit à sonner frénétiquement. C'était le ministère qui appelait. Mais cette fois, ce n'était pas le conseiller de presse, mais directement le secrétaire particulier du ministre de la Défense. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de regarder. J'ai regardé Darvieux tenter de quitter le studio sous les flashs des caméras, j'ai regardé l'image de Trésor national. De Vernet se transformer en quelques secondes en honte nationale. Mais ce n'était pas encore fini. Ce n'était que le premier round. Vernet n'était pas stupide. Comme tout criminel acculé, il allait tenter un dernier coup. Et ce coup ne serait pas médiatique, mais directement dirigé contre ma vie. La guerre de boue était terminée et je n'avais pas reçu la moindre éclaboussure. Mais Vernet était désormais un homme qui n'avait plus rien à perdre. Et les hommes qui n'ont plus rien à perdre sont les plus dangereux. Dans quelques instants, le suspense atteindra son paroxysme avec une ombre dans l'obscurité et le piège à la maison. Selon vous, quelle vengeance Vernet prépare-t-il? Écrivez vos suppositions dans les commentaires. Après avoir regardé cette émission à la télévision, je ne suis pas sorti pour faire la fête. J'ai eu une brève conversation avec Henri sur une ligne sécurisée, puis je suis rentré chez moi. Les nuits parisiennes sont belles, mais quand votre ennemi n'a plus rien à perdre, les ombres sont plus longues que d'habitude. En arrivant devant mon immeuble, mon ancien système d'alarme s'est déclenché. Quand on a passé des années dans la marine, on sent les changements dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Premier signe, la lampe à détecteur de mouvement à l'entrée de l'immeuble ne s'allumait pas. L'ampoule n'était pas grillée, elle était desserrée. Deuxième signe, le rideau de la fenêtre de mon appartement au 3e étage, qui donnait sur la rue, était ouvert de 2 cm de plus que lorsque je l'avais laissé le matin. La plupart des gens ne remarquent pas ces détails. Ils disent c'est le vent, ou la lampe est cassée, et rentrent chez eux. C'est la première étape pour devenir une victime, le déni. Si votre instinct vous dit de fuir, écoutez-le. Mais je ne me suis pas enfui, parce que c'était mon bureau. Et une souris qui entre dans un bureau ne trouve pas la sortie. J'ai sorti la clé de mon sac, mais je n'ai pas ouvert la porte. Je me suis baissé pour serrer les lacets de mes chaussures. Pendant ce temps, j'ai saisi non pas le spray au poivre qui se trouvait dans la poche secrète de mon sac, mais mon pistolet de service, un Glock 19, pour lequel j'avais un permis de port d'armes. Je n'ai pas retiré la sécurité, j'ai juste vérifié le chien. Je suis monté silencieusement les escaliers. Je n'ai pas pris l'ascenseur. Les ascenseurs sont des cercueils. Quand je suis arrivé devant ma porte, j'ai vu que la serrure n'avait pas été forcée. C'était du travail de pro. On avait utilisé un crochet. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur.
J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte rapidement et je me suis précipité à l'intérieur. Je n'ai pas crié ne bougez pas. Je me suis glissé silencieusement dans l'obscurité. En avançant dans le couloir, j'ai aperçu une silhouette dans mon salon. Un homme grand, vêtu de noir, fouillait dans les tiroirs de mon bureau. Il n'utilisait pas de lampe de poche, se contentant de la lumière de son téléphone. Je savais ce qu'il cherchait, cette clé USB argentée. Cette bombe numérique qui allait causer la perte de Vernet et de son partenaire au ministère. Mais il ne savait pas que cette clé se trouvait désormais dans le coffre-fort d'Henri et qu'une copie était stockée sur un serveur cloud à Zurich. La seule chose qu'il pouvait trouver chez moi, c'était une déception. Et moi, bien sûr, quand l'homme entendit le parquet grincer derrière lui, il était déjà trop tard. Il se retourna brusquement. Il tenait quelque chose de brillant dans sa main. Un couteau. Calme-toi, salope, dit-il d'une voix rauque. Donne-moi la clé USB et personne ne sera blessé. Au moment où la menace se présente, le temps ralentit. Vous voyez les pupilles de votre adversaire, ses gouttes de sueur, sa peur. Oui, c'était lui qui tenait le couteau, mais c'était aussi lui qui avait peur. Parce qu'il ne s'attendait pas à voir une femme hurler devant lui. Devant lui se tenait un amiral qui pointait le canon directement sur sa poitrine. Vous avez 3 secondes pour poser ce couteau. Ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Elle était aussi claire qu'une condamnation à mort. 1, 2. L'homme a bondi. Il pensait pouvoir me faire peur, que je n'oserais pas utiliser l'arme. Imbécile. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Je ne voulais pas souiller les murs de ma maison avec du sang. Au lieu de cela, je me suis souvenu de la formation au combat rapproché que j'avais suivie des années auparavant. Au moment où il s'est jeté sur moi, je me suis écarté, j'ai saisi ton poignet. Utilisant son élan, je l'ai projeté sur la table en verre au milieu du salon. Le bruit du verre brisé a déchiré le silence de la nuit. Alors que l'homme gémissait au sol, j'ai appuyé mon genou sur son dos et lui ai plié le bras en arrière. Le couteau lui avait déjà échappé des mains. Qui t'envoie? Lui et je murmurai à l'oreille, le canon appuyé contre sa nuque. L'homme gémit de douleur. Je ne sais pas. Juste un coup de fil. Paiement en espèces. Tu mens. Ai-je dit en lui tordant un peu plus le bras. Vernet? Darvieux? L'architecte. A crié l'homme. C'est l'architecte qui m'a envoyé. Il m'a dit brûle sa maison, mais récupère la mémoire. Voilà. L'aveu. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je n'ai pas appelé la police. J'ai appelé Henri. Le colis est prêt, ai-je dit. Viens le chercher. Envoie aussi une équipe chez Vernet. Nous avons suffisamment de raisons pour l'arrêter pour incitation et violation de domicile. Je n'ai pas déplacé l'homme. Je l'ai laissé au milieu du salon, sur les débris de verre, jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'Henri. 15 minutes plus tard, mon appartement était illuminé de lumière bleue. Alors que les policiers emmenaient l'homme, une foule s'était rassemblée devant l'immeuble. Les voisins regardaient avec curiosité. Je suis sorti sur le balcon. J'ai respiré l'air froid de la nuit. Mes mains ne tremblaient toujours pas. Mais quelque chose avait changé en moi. Ce n'était plus seulement une affaire de corruption. C'était une guerre qui visait ma vie. En bas, alors que je regardais l'homme monter dans la voiture de police, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, le numéro n'était pas masqué. C'était Jean-Luc Vernet qui m'appelait. J'ai décroché. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté sa respiration. Dame, respiration rapide, paniquée. Toi, a dit Vernet, la voix comme celle d'un ivrogne. Quel genre de monstre es-tu? Je suis le monstre que tu as créé, Jean-Luc, ai-je répondu. Et maintenant, regarde ta porte. Ces sirènes ne viennent pas de chez moi. Elles viennent chez toi. J'ai raccroché et retiré la batterie du téléphone. Le lendemain matin, j'ai vu les gros titres un architecte célèbre arrêté. Dans les journaux. Une victoire? Non, pas encore. Vernet n'était qu'un pion. La véritable reine, Darvieux, était toujours en liberté et craignait les révélations de Vernet. Vernet était tombé, mais nous étions arrivés à la phase la plus dangereuse du jeu. Darvieux était capable de tout pour faire taire Vernet. Un accident en prison? Ou un plan plus vaste? Avec confession dans la cellule et visiteurs mystérieux. L'histoire se poursuit derrière les murs de la prison. Abonnez-vous et ne manquez pas la fin de cette partie d'échecs. J'ai vu Jean-Luc Vernet 48 heures après son arrestation. Le brillant architecte, l'artiste visionnaire, avait disparu. À sa place, il y avait un homme brisé, la cravate défaite, la chemise froissée, les yeux cernés et les mains tremblantes. Quand il m'a vu, il s'est précipité vers les barreaux. Ce n'était pas de la colère qu'il y avait dans ses yeux, mais une pure panique. « Tu es venu me voir ici » a-t-il grogné. « Mon avocat arrive. Darvieux a parlé au ministère. Ils vont me sortir d'ici. Et quand je sortirai, je t'arracherai ton uniforme, amiral. » La psychologie humaine est étrange. Même quand le navire coule, les gens croient que le capitaine viendra les sauver.
mais le capitaine est déjà monté dans le canot de sauvetage. La loyauté de Vernet était sa corde de pendu, et je n'étais pas là pour couper cette corde, mais pour lui montrer qui tenait son extrémité. Darvieux ne viendra pas, Jean-Luc, dis-je calmement. Je lui tendis un dossier à travers la petite fente de la porte de la cellule. Darvieux ne s'occupe pas de ta libération pour le moment, mais d'un vol aller simple pour Zurich. Vernet prit le dossier. Il l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait le reçu du virement de 2,5 millions d'euros effectué par Darvieux depuis le compte de Vernet Architecture vers son compte personnel. La date 2 heures seulement après l'arrestation. C'est impossible, murmura Vernet. Cet argent était notre fonds d'urgence. Il m'avait promis. Il m'avait dit, je ne t'abandonnerai jamais. Il t'a laissé tomber, Jean-Luc. Dis-je en baissant la voix. Je m'approchai des barreaux. Et il y a pire. Tu te souviens de l'agresseur qui s'est introduit chez moi hier soir? Il a donné ton nom à la police. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui lui a donné cet ordre lui a dit de te faire porter le chapeau s'il se faisait prendre. Darvieux ne t'a pas seulement volé. Il t'a désigné comme complice. Pendant que tu pourriras en prison, il sirotera des cocktails aux Maldives avec ton argent. Vernet s'effondra sur son lit de camp, le visage livide. Il comprit enfin qu'il n'était pas à la tête d'un empire, mais d'un mensonge. À ce moment-là, un gardien apparut au bout du couloir. À ses côtés se trouvait un homme tiré à 4 épingles, une mallette à la main. Monsieur Vernet, dit le gardien, votre avocat est arrivé. Vernet leva la tête. Ses yeux brillèrent d'espoir. Tu vois, il est là. Darvieux ne m'a pas trahi. Je regardai l'homme. Son costume était cher, mais ses chaussures étaient bon marché. Et surtout, il ne portait pas la mallette en cuir typique des avocats, mais un sac plus rigide, métallique. Et ses yeux. Ses yeux n'avaient pas la froideur d'un avocat venu sauver son client, mais celle d'un tueur à gages venu accomplir une mission. Mon instinct. Encore cette alarme. Cet homme n'était pas avocat. Henri. Dis-je en touchant mon oreillette. Ma voix était un murmure, mais c'était urge. Vérifie les registres de la prison. Qui est enregistré comme l'avocat de Vernet? La voix d'Henri répondit quelques secondes plus tard. Amiral, l'avocat de Vernet, Maurice Lelouch. Mais cet homme est actuellement à Nice pour un procès. La personne qui vient d'entrer utilise une fausse identité. Vernet s'approcha des barreaux et tendit la main à son avocat. Alors que l'homme ouvrait son sac, il fit un geste vers la poche intérieure de sa veste. Allait-il sortir un stylo? Ou une arme à silencieux? Ou encore une confession déguisée en lettre de suicide? Qu'il allait faire signer à Vernet? Il n'y avait pas de temps à perdre. Écartez-vous. Ai-je crié en courant vers le gardien. N'ouvrez pas la porte. Cet homme n'est pas un avocat. Le gardien s'arrêta, stupéfait. Le faux avocat, réalisant que son masque était tombé, paniqua. Il sortit rapidement sa main de sa poche. Il n'avait pas d'arme, mais une petite seringue D. Elle ressemblait à une seringue d'insuline, mais contenait probablement une dose mortelle de chlorure de potassium. Arrêtez. Ai-je crié en sortant mon arme. C'était contraire au règlement de la prison, mais il s'agissait d'une question de vie ou de mort. L'homme a jeté la seringue par terre et s'est mis à courir dans la direction opposée au couloir. Les sirènes d'alarme se sont mises à retentir. Les gardiens se sont lancés à sa poursuite. Vernet, recroquevillé dans un coin de sa cellule, tremblait. Il venait de découvrir que celui qu'il croyait être son sauveur était en réalité son bourreau. Je me suis agrippé au barreau. Tu as vu, Jean-Luc? Ai-je crié pour couvrir le bruit des sirènes. Darvieux n'a pas envoyé quelqu'un pour te sauver, mais pour te faire taire. Parce que tu en sais trop. Vernet se mit à pleurer. L'homme arrogant et narcissique avait disparu, remplacé par un enfant effrayé. Protégez-moi, dit-il en sanglotant. Je vous en supplie, protégez-moi, amiral. Je vous dirai tout. Le plan de Darvieux. Les autres au ministère. Tout. Où? Demandai-je sèchement. Où est Darvieux en ce moment? Vernet leva la tête. Larmes coulaient sur ses joues. En Normandie, dit-il. Il y a un vieux phare. La lumière noire. Tous les registres des transactions illégales, les documents originaux, la liste des pots de vin. Tout est là, dans le coffre secret sous le phare. Il va s'y rendre cette nuit pour tout détruire, puis s'enfuir en bateau. Voilà, l'adresse. Elle correspondait à celle qui figurait sur le papier tombé de l'agresseur dans mon appartement. Henri, dis-je dans l'oreillette, prépare l'hélicoptère. Nous partons pour la Normandie. La tempête approche. Je jetai un dernier regard à Vernet. Si tu veux rester en vie, n'ouvre cette porte à personne d'autre que moi. Lui dis-je. En sortant de la prison, il pleuvait des cordes. Vernet était brisé. Mais le vrai combat commençait maintenant. Je devais arriver à destination avant que Darvieux ne détruise ses documents. Et les côtes normandes ne sont pas très accueillantes les nuits de tempête. Nous sommes dans une course contre la montre. Si les documents brûlent, Darvieux s'en sortira et les aveux de Vernet resteront sans preuve.
Avec duel dans la tempête et phare en feu. Nous atteignons le sommet de l'action. Pensez-vous que l'amiral pourra sauver la vérité avant les flammes? Lorsque notre hélicoptère a atterri avec difficulté sur la plaine située à environ 500 mètres du phare, la vitesse du vent atteignait 90 km/h. Henri m'a crié dans l'oreillette: Amiral, il est impossible de décoller par ce temps. Vous avez 20 minutes. J'ai hoché la tête et j'ai sauté de l'hélicoptère. La pluie me piquait le visage comme des aiguilles. Mon uniforme était trempé, mais je m'en moquais. Dans la tour devant moi, ce n'étaient pas seulement des preuves criminelles qui brûlaient, mais aussi l'avenir volé de mes officiers. Lorsque j'arrivai à la porte en fer rouillé du phare, je vis qu'elle était ouverte et qu'elle claquait au vent, produisant des bruits effrayants. En entrant, une odeur âcre me monta au nez, celle de l'essence. La panique rend stupide. Si vous êtes coupable et que vous essayez de détruire les preuves, vous vous précipitez. Mais vous oubliez une chose, le papier brûle, mais les traces numériques ne s'effacent jamais complètement. Darvieux pensait pouvoir brûler son passé. Mais moi, j'avais déjà hypothéqué son avenir. Je descendis les escaliers de la tour de guet pour me diriger vers le sous-sol secret dont Vernet m'avait parlé. La lueur des flammes se reflétait en bas. Et puis il y avait ce bruit. Une voix de femme qui oscillait entre un rire hystérique et des sanglots. En descendant au sous-sol, j'ai vu Darvieux. La femme noble et intouchable des télévisions avait disparu. Elle portait un manteau boueux, ses cheveux étaient en bataille. Un grand tonneau au milieu brûlait et Darvieux jetait frénétiquement les dossiers qu'elle tenait dans ses mains dans le feu. « Brûlez !» criait-elle. « Brûlez tout. Vous ne m'aurez pas. » J'ai levé mon arme. « C'est fini, Madame Darvieux. » ai-je dit. Ma voix était plus forte que la tempête. « Mettez vos mains sur votre tête. » Darvieux sursauta et se retourna. En me voyant, ce n'est pas de la surprise qui apparut sur son visage, mais une haine pure. Elle serra contre sa poitrine le dernier dossier qu'elle tenait, un épais cahier à la couverture noire. « Vous, dit-elle, haletante. Vous êtes ce maudit soldat. Pourquoi tu ne m'as pas laissé tranquille? J'aurais pu te donner tout ce que tu voulais. De l'argent, une promotion, un poste au ministère. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? La justice, répondis-je, et je fis un pas en avant. Et le cahier que tu tiens dans tes mains? Darvieux sourit. C'était un sourire dément. Ce cahier, dit-il. Il n'y a pas que mon nom dans ce cahier, amiral. Dame ministre, des sénateurs, des hommes d'affaires. Si ce cahier venait à être découvert, la France serait bouleversée. Laissez-moi faire, je m'en vais, et vous serez le héros. Personne ne doit savoir. Il fit un pas vers le baril. Il tint le carnet au-dessus des flammes. Si tu fais un pas de plus, je le lâche, dit-il. Et alors, tu n'auras plus rien dans les mains. C'était le moment décisif. Le moment où l'on mise tout au poker. Est-ce ce qu'il bluffait? Ou était-il vraiment prêt à tout brûler? Si vous avez déjà dû négocier avec quelqu'un qui n'avait rien à perdre, vous savez à quel point votre cœur battait fort. Je n'ai pas baissé mon arme, mais j'ai légèrement incliné le canon vers le bas. Allume, ai-je dit calmement. Darvieux était surpris. Il ne s'attendait pas à cela. Quoi? Brûle ce carnet, ai-je répété en souriant. Parce que je m'en fiche. Vernet a déjà commencé à parler en prison. Il a tout raconté, ton projet aux Maldives, tes comptes en Suisse et même ta tentative d'empoisonnement avec ce faux avocat D. Même si ce carnet brûle, tu seras jugé pour tentative de meurtre et trahison. Tu seras condamné à la prison à vie. La main de Darvieux se mit à trembler. L'expression confiante qui habitait son regard s'évanouit. Entendre Vernet parler avait détruit son dernier rempart. Tu mens, murmura-t-il. Vernet est un lâche. Il ne peut pas parler. C'est un lâche, dis-je en sortant mon téléphone de ma poche et en le pointant vers lui même s'il n'y avait pas de réseau. Mais c'est un lâche qui veut rester en vie. Et là, il t'a trahi. Darvieux a perdu sa concentration pendant un instant. Je n'ai pas laissé passer cette occasion. Je me suis jeté sur lui. Nous sommes tombés tous les deux par terre. Le cahier lui a échappé des mains et a été projeté sur le sol humide, loin des flammes. Darvieux a crié et a essayé de me griffer le visage. Lâche-moi, lâche-moi. Mais elle avait la force acquise lors des cours de pilates des femmes du salon. Moi, j'avais celle acquise lors de l'entraînement au combat rapproché de la marine. Je lui ai tordu le bras dans le dos et lui ai plaqué le visage contre le sol. Une fois collée au béton froid, elle n'était plus une sous-secrétaire, mais une simple criminelle. Je lui ai passé les menottes, le clic. Qui a résonné dans la pièce était la plus belle musique que j'avais jamais entendue. Lève-toi. Lui ai je dit en l'aidant à se relever. Notre hélicoptère nous attend. Nous retournons à Paris. Mais cette fois, tu ne voyageras pas en classe affaires, mais dans la soute militaire. Je ramassai le carnet par terre. La couverture était un peu mouillée, mais l'intérieur était intact. Je tournai rapidement les pages. Dame, nom, des chiffres, des dates. J'avais entre les mains l'anatomie du plus grand scandale de corruption dans le secteur du bâtiment en France. Lorsque nous sommes sortis,
La tempête n'était pas calmée, mais celle qui faisait rage en moi s'était apaisée. Henri attendait à la porte de l'hélicoptère. Lorsqu'il aperçut Darvieux, il lui fit un léger signe de tête en guise de salut. « Beau travail, amiral », dit-il. Alors qu'il montait dans l'hélicoptère, Darvieux m'a regardé une dernière fois. « Tu crois avoir gagné » a-t-il crié pour couvrir le bruit du vent. « Mais les noms dans ce cahier. Ils ne te laisseront pas vivre, Sandrine. Ils te détruiront. » Je montai dans l'hélicoptère et mis mes écouteurs. Je me tournai vers lui et lui répondis, couvrant le bruit des hélices, « Qu'ils prennent place, madame. Qu'ils prennent place. Nous avons les preuves. Les coupables ont été arrêtés. » Mais Darvieux a-t-il raison? Les grands noms inscrits dans ce carnet vont-ils s'unir contre l'amiral? Si vous pensez que la guerre est finie, vous vous trompez. Le véritable chaos éclatera dans la salle d'audience. Avec l'alliance obscure et le marteau du juge. Nous assisterons au procès le plus tendu de l'histoire du droit. Abonnez-vous, car ce procès fera date. En montant les immenses marches du palais de justice de Paris, les derniers mots de Darvieux à la lanterne résonnaient dans mes oreilles, « Ils vont te détruire ». Il avait raison. En entrant, je me suis retrouvé face non seulement à une armée d'avocats, mais aussi à un mur érigé par les propriétaires invisibles de la France. La salle d'audience était bondée. Darvieux était assis sur le banc des accusés. Mais la femme désespérée que j'avais vue au phare cette nuit-là avait disparu. Elle était coiffée, maquillée et arborait ce sourire intouchable, que je détestais tant. À ses côtés se trouvait son avocat, Maître Valéry, le pénaliste le plus cher et le plus impitoyable de France. Son surnom était la machine à acquitter. Si vous vous retrouvez devant un tribunal, sachez ceci, la vérité est le détail le moins important. Ce qui compte, c'est qui raconte le mieux l'histoire. Ils allaient présenter mon histoire comme la tentative de coup d'État d'un soldat paranoïaque ayant outrepassé ses fonctions. Quant à moi, je n'allais pas raconter d'histoire. J'allais leur faire vivre leur cauchemar. Le juge Leclerc est monté à la barre. Un homme aux cheveux gris, au regard sévère, qui comptait les jours avant sa retraite. Il a jeté un coup d'œil au dossier et m'a regardé par-dessus ses lunettes, mais pas moi, Darvieux. Y avait-il de la sympathie dans ce regard? Ou plutôt le poids d'une instruction? Lorsque l'audience a commencé, Maître Valéry est immédiatement passé à l'attaque. « Monsieur le juge » a-t-il déclaré d'une voix théâtrale, « ma cliente, Madame Darvieux, est une bureaucrate respectée dans ce pays. La seule preuve dont dispose l'accusation est un cahier brûlé, saisi illégalement par un soldat dans un phare de Normandie, sans mandat de perquisition. Il s'agit là du fruit de l'arbre empoisonné. Cette preuve doit être retirée du dossier. » Le silence se fit dans la salle. Si ce cahier était retiré du dossier, l'affaire serait classée sans suite. Même les aveux de Vernet seraient invalidés, considérés comme des déclarations obtenues sous la contrainte. Le juge Leclerc secoua la tête. « L'objection semble raisonnable, » murmura-t-il. « Amiral Kiberlin, vous n'êtes pas un agent des forces de l'ordre. Que cherchiez-vous dans ce phare ?» Je me suis avancé vers la barre des témoins. J'ai ajusté le micro. J'ai plongé mon regard dans celui du juge. « Monsieur le juge, ai-je dit, je cherchais dans ce phare les 40 millions d'euros volés au peuple français. Et je les ai trouvés. La procédure ne prime pas sur la justice, » s'écria Valéry. « Ce registre est illégal. Inacceptable. » Darvieux souriait. Ils étaient en train de gagner. Le système protégeait ses propres enfants. Le juge Leclerc prit son marteau. Il allait rendre son verdict. Il allait rejeter les preuves. C'était le moment de mettre en œuvre le plan B. Au jeu d'échecs, on appelle cela un gambit. Vous sacrifiez une pièce, mais vous gagnez la partie. Pendant qu'il se concentrait sur ce cahier noir, Henri et moi avions préparé autre chose. Un instant, monsieur le juge, dis-je en élevant la voix. Si vous ne voulez pas accepter ce cahier, ne le faites pas. Ce cahier n'était qu'un simple répertoire. Le salon fut surpris. Valéry hésita. Le sourire de Darvieux s'évanouit. Je sortis une clé USB de la poche intérieure de ma veste. Non, ce n'était pas la clé argentée que Vernet m'avait donnée. Il s'agissait d'un nouveau rapport numérique qu'Henri avait préparé en travaillant toute la nuit. Les numéros de compte dans ce cahier. Et je poursuivis en brandissant la clé USB. Ils transitent par le Luxembourg et le Panama, puis sont regroupés dans un seul fonds offshore, le Phoenix Trust. Et, Monsieur le Président, savez-vous qui est l'un des associés secrets du Phoenix Trust? D'après le courrier reçu ce matin des autorités suisses. Darvieux bondit. Faites-le taire. C'est une information confidentielle. Valéry protesta avec panique. Monsieur le juge, ce témoin manipule la cour. Mais je ne m'arrêtais pas là. Je fixai du regard l'avocat de Darvieux, Maître Valéry. Le cabinet d'avocats de Maître Valéry apparaît au conseil d'administration de Phoenix Trust en tant que conseiller juridique. Autrement dit, l'avocat qui défend actuellement l'accusé est en réalité celui qui a aidé à blanchir l'argent volé. C'était une bombe atomique. Un avocat complice de son client.
Cela mettrait fin non seulement à l'affaire, mais aussi à toute la carrière de Valérie. Valérie est devenu livide. Il a bégayé. C'est une calomnie. Le document signé par le ministère public fédéral suisse est ici. Ai-je dit en déposant la mémoire sur le bureau du greffier. Ce n'est plus une affaire de construction, monsieur le juge. C'est une affaire d'organisation criminelle. Et certaines personnes présentes dans cette salle devraient être assises sur le banc des accusés. Le juge Leclerc leva son marteau. Son regard allait et venait entre Valérie et moi. S'il rejetait également cette preuve, il serait considéré comme complice du crime. La presse était là. Il n'y avait pas d'échappatoire. Le marteau retomba lourdement. La preuve est admise, dit le juge d'une voix tremblante. Maître Valérie, les allégations à votre encontre seront transmises au barreau pour examen. Je suspends l'audience. Darvieux regarda son avocat avec horreur. Son bouclier le plus puissant venait de se transformer en sa plus grande faiblesse. Alors que je descendais de la barre dans mon costume blanc, je croisai le regard de Darvieux. Je lui demandai du regard à qui le tour. Mais à ce moment-là, je ne vis pas de la peur dans les yeux de Darvieux, mais une étrange résignation. Comme s'il savait que le fil était rompu. En sortant de la salle d'audience, alors que je traversais la foule, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Je répondis. La voix au bout du fil était métallique, modifiée. Vous avez brûlé Valérie, amiral. Félicitations. Mais vous vous trompez. Nous ne nous soucions pas de l'argent. Nous nous soucions du pouvoir. Et vous vous êtes beaucoup approché du cœur du pouvoir. Regardez derrière vous. Je me suis retourné. Derrière les immenses colonnes du palais de justice, j'ai aperçu une voiture noire qui observait la foule. La vitre était baissée à moitié. Je ne pouvais pas distinguer le visage à l'intérieur, mais je savais qu'on me regardait. Nous avons éliminé un autre pion, mais la main invisible ne se cache plus. Il me menace ouvertement. Et quand ils m'ont dit regarde derrière toi, ce n'était pas moi qu'ils visaient. Ils visaient ceux qui m'étaient le plus chers. Bientôt, une embuscade perfide et le prix le plus lourd à payer. Préparez-vous, car pour la première fois, le sang va couler dans cette guerre. Et ce sang n'appartiendra pas à l'ennemi. Henri, décroche. Décroche ce fichu téléphone. Murmurai-je. Henri était mon bras droit. Il était mes yeux, mes oreilles et ma mémoire dans cette guerre. Quand ils m'ont dit regarde derrière toi, j'ai compris qu'ils n'allaient pas m'attaquer. Ils allaient me détruire en éliminant les personnes qui faisaient de moi ce que j'étais. Le téléphone a sonné 3 fois avant d'être décroché. Mais la voix calme habituelle d'Henri n'était pas là. Il n'y avait que le bruit du métal frottant contre le métal, du verre brisé et la respiration haletante d'Henri. Sandrine, a-t-il dit. Sa voix était saccadée. C'était la première fois qu'il m'appelait par mon prénom. Ils m'ont trouvé. Le tunnel du pont de l'Alma. Piège. Il n'a pas pu finir sa phrase. Un bruit de collision terrible a retenti à l'autre bout du fil. Puis le silence. À ce moment-là, il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la panique. C'était une douleur pure et intense. Si vous avez déjà entendu la voix d'un être cher s'éteindre soudainement, vous savez à quel point cela fait mal au cœur. À ce moment-là, je n'étais pas l'amiral. J'étais juste un ami désemparé. Je me suis précipité dans la voiture que je gardais. Pont de l'Alma. Ai-je crié. Le tunnel. Roule. Oublie les règles, roule. Nous avons foncé comme une balle dans les rues de Paris, sirène hurlante. En passant devant la tour Eiffel, les touristes prenaient des photos. Pour eux, c'était une belle vue de Paris. Pour moi, c'était la route vers l'enfer. Lorsque nous sommes entrés dans le tunnel, j'ai vu que la circulation était bloquée. De la fumée s'élevait devant nous. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à courir. J'ai enlevé mes talons hauts et j'ai couru pieds nus sur le bitume froid. Mon costume blanc était souillé par la fumée d'échappement, mais je m'en moquais. En arrivant sur les lieux, j'ai vu la berline grise d'Henri, ou plutôt ce qu'il en restait. Un camion avait coincé la voiture contre le mur du tunnel. On aurait dit un accident. Mais j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un accident lorsque j'ai vu l'homme à moto noir s'éloigner rapidement à côté de la voiture d'Henri. Henri, ai-je crié en me précipitant vers l'épave. La portière était coincée. J'ai brisé la vitre avec mon coude. Mon bras saignait, mais je ne sentais rien. Henri était à l'intérieur. Sa ceinture de sécurité l'avait retenu, mais il était dans un état grave. Du sang coulait de sa tête. Ses yeux étaient entr'ouverts. Tiens bon. Lui et je dis en laissant mes larmes couler sur mes joues. Tiens bon, mon ami, les secours arrivent. Henri a porté sa main tremblante à sa poche. De ses doigts ensanglantés, il a sorti une petite clé ancienne. Ça, a-t-il murmuré. Il pensait l'avoir prise. Mais j'en avais une de rechange. Il a toussé. Du sang est sorti de sa bouche. Ma fille, a-t-il dit. Sophie, prends soin d'elle. Et sa tête tomba sur le côté. Non, ai-je crié. Non, Henri, tu ne peux pas me quitter. C'est un ordre. Ouvre les yeux.
Lorsque les sirènes ont retenti dans le tunnel, je tenais toujours la main d'Henri. Les secours m'ont éloigné de force. Alors qu'ils emmenaient Henri sur une civière, sous les lumières froides du tunnel, j'ai remarqué que mon costume blanc était taché du sang rouge d'Henri. Parfois, la justice ne se gagne pas dans les salles d'audience. Parfois, la justice est un serment que vous faites dans l'obscurité d'un tunnel, le sang de votre ami sur les mains. Ce jour-là, dans ce tunnel, l'amiral Sandrine Kiberlin est morte. À sa place est née une femme assoiffée de vengeance qui n'avait plus rien à perdre. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, Henri a été immédiatement opéré. Lorsque le médecin a dit « Son état est critique, préparez-vous », j'ai frappé le mur du poing. J'ai frappé si fort que j'ai senti mes phalanges se fendre. Assis seul dans le couloir, mon téléphone a de nouveau sonné. Encore cette voix métallique. Le message est passé, amiral. Ou voulez-vous une autre leçon? Retirez-vous de l'affaire. Clôturez le dossier Phoenix Trust. Sinon, la prochaine fois, nous rendrons visite à votre fille Sophie. Je n'ai pas raccroché. J'ai pris une profonde inspiration. La froideur dans ma voix avait disparu. Elle avait laissé place à un calme brûlant comme les flammes de l'enfer. Écoutez, ai-je dit. Qui que vous soyez, ne vous cachez pas, parce que cela ne servira à rien. Prie pour Henri, parce que s'il meurt, quand je te trouverai, je ne t'arrêterai pas. Je ne te jugerai pas. Je te graverai sur les murs de ce tunnel. Je raccrochai le téléphone, retirai la carte SIM et la cassai. Je me levai. J'enlevai ma veste ensanglantée et la jetai à la poubelle. Je regardai la petite clé qu'Henri m'avait donnée. C'était la police d'assurance d'Henri, et le arrêt de mort de mes ennemis. En sortant de l'hôpital, je me suis tourné vers mon garde à la porte. Prépare la voiture. Lui et je dis. Où allons-nous, amiral? À la maison? À la maison sécurisée? M'a-t-il demandé. J'ai mis mes lunettes. Non, ai-je répondu. La chasse commence. Nous allons dans l'antre de la main invisible. Et cette nuit, personne ne dormira à Paris. Henri se bat pour sa vie. Mais Sandrine a déjà choisi son combat. Il n'y a plus de loi, plus de protocole, seulement la vengeance. Que permet d'ouvrir cette clé, et qui se cache derrière la main invisible. À la fin, les masques tomberont et le grand dénouement aura lieu. Préparez-vous à une fin haletante avec la signature sanglante et le coup de grâce. Pour Henri, pour la justice, la clé d'Henri a ouvert le coffre-fort numéro 304. Il ne contenait ni argent ni or. Seulement un vieil enregistreur recouvert de cuir et un seul bout de papier. Sur le papier, une note manuscrite disait « Si tu lises ceci, c'est que je suis mort ». J'ai toujours su qui était la main invisible, mais je ne pouvais pas le prouver. Jusqu'à ce que j'enregistre cette réunion secrète la semaine dernière. J'ai appuyé sur le bouton lecture de l'enregistreur. Un grésillement a rempli la pièce. J'ai d'abord entendu Henri respirer, puis le bruit d'une porte qui s'ouvrait, et ensuite la voix métallique et modifiée du téléphone, sans masque, telle qu'elle était réellement. Je reconnaissais cette voix. C'était celle d'Antoine de Valois, leader du lobby de la construction, connu comme le Premier ministre fantôme de la France. Dans l'enregistrement, de Valois donnait clairement l'ordre suivant: le projet Toulon n'est qu'un début. Si l'amiral Kiberlin pose trop de questions, faites-le taire par un accident. Comme nous l'avons fait avec Pierre Dumont. Personne ne peut permettre l'effondrement d'un empire valant des milliards. C'était ça, la signature sanglante. Un ordre de meurtre et un aveu. Henri avait obtenu cet enregistrement au prix de sa vie. Je n'avais plus entre les mains un dossier, mais un arrêt de mort. J'ai essuyé mes larmes. Ce n'était plus le moment de pleurer. C'était l'heure de l'exécution. Lorsque je suis entré dans la salle, la musique s'est lentement tue. Les gens ont commencé à chuchoter. « Que fait cette femme ici ?» me demandait-il du regard. Lorsque de Valois m'a vu, il s'est figé, son verre à la main. Mais il s'est rapidement ressaisi, a affiché son sourire arrogant et s'est levé. « L'amiral Kiberlin !» s'écria-t-il, de manière à ce que toute la salle l'entende. « Quelle surprise! Êtes-vous venu pour vous joindre à nous ou pour nous arrêter? Mais je suppose que cela ne relève pas de votre compétence. » Les invités ont gloussé. De Valois était tellement sûr de son pouvoir qu'il pensait que je n'étais qu'une femme sans défense. Je me suis dirigé vers lui. Ses gardes ont voulu s'interposer. J'ai fait signe de m'arrêter. Reculez. Ai-je dit? Je n'ai pas élevé la voix, mais mon ton était si autoritaire que les gardes se sont instinctivement écartés. Je m'approchai de la table de Valois. Je pris la coupe de champagne et la renversai par terre. La fête est finie, Antoine. Dis-je. Comment osez-vous? A commencé de Valois. Sécurité. Faites sortir cette femme. Personne ne peut me mettre dehors. Ai-je répondu en brandissant une petite télécommande noire. Car en ce moment même, un enregistrement audio est diffusé sur les écrans géants à l'extérieur de cette salle, sur toutes les chaînes d'information et sur les réseaux sociaux. L'enregistrement audio réalisé par Henri avec son dernier souffle. Le visage de Valois devint livide.
Il se précipita sur son téléphone. Au même moment, les autres téléphones de la salle se mirent à vibrer et à émettre des notifications. Les gens regardaient leur téléphone et se tournaient vers de Valois avec horreur. L'enregistrement était partout. Vous, dit de Valois d'une voix tremblante. Qu'avez-vous fait? Je n'ai rien fait, dis-je en m'approchant de lui. Je ne suis que le messager. C'est Henri qui a envoyé le message. À ce moment-là, les portes de la salle s'ouvrirent bruyamment. Mais cette fois, ce n'était pas la sécurité qui entrait. La brigade spéciale de la police nationale française RAID et le procureur du Mali faisaient leur apparition. Le procureur s'approcha de Valois. Antoine de Valois, dit-il, vous êtes en état d'arrestation pour incitation au meurtre, création d'une organisation criminelle et fraude à l'État. De Valois m'a regardé pendant qu'on lui passait les menottes. Il y avait une haine pure dans ses yeux. Ça ne s'arrêtera pas là, Kiberlin. Ils ne pourront pas me garder enfermé. Je l'ai regardé une dernière fois. Et je lui ai dit la phrase la plus satisfaisante de cette histoire, ne t'inquiète pas pour moi, Antoine. Tu ne resteras pas enfermé. Tu entreras dans les livres d'histoire comme l'imbécile qui a tenté de piller la France et qui s'est pris une raclée d'un amiral. Alors que de Valois était emmené, le silence dans la salle fut rompu. Personne n'applaudit. Personne ne parla. Il me regardait simplement avec des yeux remplis de peur. Car il savait désormais que la femme dans cet uniforme pouvait renverser même les hommes dits intouchables. 3 jours plus tard, Henri se réveilla. Tu l'as fait? Demanda-t-il dans un murmure. Sa voix était très faible, mais elle était là. Je lui pris la main. Oui, Henri, répondis-je. Nous l'avons fait. De Valois est fini. Le réseau s'est effondré. Et le ministère a décidé de réexaminer tous ses projets. Henri sourit. Sophie, dit-il. Elle va bien? Elle va très bien, répondis-je. Et elle est fière de son père. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est faux. La vengeance, c'est se jeter dans le feu pour protéger ceux que l'on aime. Je suis sorti indemne de ce feu. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Je dédie cette histoire à toutes les femmes qui ont choisi de ne pas se taire. À tous les honnêtes gens qui ne se sont pas soumis à l'injustice et, bien sûr, aux héros comme Henri. Si un jour quelqu'un vous dit tu ne comprends pas, reste dans ton coin. Souvenez-vous de cette histoire. Sortez votre stylo rouge. Et commencez à écrire votre propre histoire. Je suis l'amiral Sandrine Kiberlin. Et c'était mon combat. Merci de m'avoir accompagné dans ce long voyage. Si cette histoire a enflammé votre sens de la justice, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour suivre d'autres histoires vraies de ce genre. Quelle est votre histoire? Rendez-vous dans les commentaires.